Les gens, Si vous sonnez pas, je suis le visiteur. J'ai visité là, j'ai sonné. vous avez sonné. Ouais, ouais. Non, non, c'est pas- Ils voulaient tous s'asseoir sur la huche. Pour faire la photo. Oh non, pour s'asseoir, pour passer l'après-midi, Ouais. automatiquement, c'était une huche, c'était une glacière C'était une glacière. du ouais. café, d'un café. Mes parents ont acheté un café en 1936. Et quand ils ont acheté le café, automatiquement, ils ont laissé la Alors, glacière. dedans, elle est toute habillée de zinc et il y a du liège entre le bois. Pour isoler. Et voilà. Et il y a la réserve au milieu pour mettre les pains de glace. Et de chaque côté, il y a des compartiments. Alors maintenant, là-dedans, il y a tous nos disques. Les vieux disques, vous savez, les 45 tours, les 78 tours, tous les disques qu'on avait, ils sont là-dedans. Alors à l'époque, on avait une 4 chevaux. Et ils voulaient tous monter avec nous. Alors derrière, dans la 4 chevaux, vous auriez vu, c'était complet. Hein. Alors ils tapaient toujours. Allez, tonton Jean, double-le, double-le. Parce que je partais toujours le dernier. C'est-à-dire, vous partiez le dernier. Et quand on allait, bien souvent, on allait dans un petit bois à côté de Reims. Ouais. Et à ce moment-là, bon, ben, quand on repartait, tout le monde avait sa voiture. Alors toutes les voitures partaient et moi, ben, j'étais toujours derrière. Mais une fois qu'on était sur la route, il fallait que je double tout le monde. C'était le jeu. Ah ben, il y avait des frères et sœurs, il y avait, oui, Oh oui. beaux-frères, tout ça. Vous étiez combien à peu près en tout? Oh, c'était souvent qu'on était une vingtaine. Hein. Maintenant, tout ce monde-là, les petits sont grands, sont mariés, ont des enfants eux aussi. Ah, ils sont en retraite. Hein. Oh ben oui. Malheureusement, on ne les voit pas souvent. Parce que tout le monde est un petit peu éclaté. Il y en a dans le Midi, il y en a en Vendée, il y en a dans les Alpes. Il y en a un peu partout, quoi. Alors, vous voulez pas qu'elle vous raconte son histoire? Si? Disons plutôt, pour elle, c'est la guerre 40. Moi j'ai connu la guerre 40. La guerre de 1914, je la connais par mes parents. Parce que mes parents l'ont vécu, malheureusement. Tout le village a été détruit ici, à la guerre de 1914. Et mes parents ont vécu parce qu'ils étaient dans le village. Ils ont subi les bombardements et tout. La destruction du village, parce que Nouvron a été complètement rasé. Hein. Il a été reconstruit, Dans les années 20. Quoi. oui, au début de 1920. Mais moi, ce que j'ai connu, c'est plus après, parce que moi, je suis née en 1930. Alors, la guerre de 1914, je la connais par les parents, quoi. Mais après, la guerre de 1940, là, tout ce qui s'est passé à ce moment-là, moi j'avais une dizaine d'années. Quand on a évacué en 1940, j'avais 10 ans. À 10 ans, on se rappelle quand même de beaucoup de choses. Il y a des choses qui ne vous marquent pas, qu'on ne garde pas, si vous voulez. Mais il y a des choses qui sont restées quand même. Hein. J'allais le chercher, j'ai mis l'album là sur le coin de la Méridienne, Ah bon? derrière mon fauteuil, sur le coin de la Méridienne. Alors du coup, ces souvenirs de la guerre. Ben parce qu'on parlait avec Marc, il vient souvent nous voir, et à l'occasion comme ça d'une conversation, on a parlé de la guerre 40, de tout ça, quoi. Puis je lui ai expliqué que quand on a été obligé de partir, quand il y a eu la guerre, si vous voulez, il y a eu l'ordre à Nouvron d'évacuation du village. Avant, au moment en 40, quoi. Au moment où les Allemands commençaient à envahir l'Est de la France. Alors évidemment, à ce moment-là, il faut partir. Alors mon père, il était jardinier à la grosse ferme de Confrécourt, là-haut. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de chevaux. Il y avait quelques tracteurs, mais il y avait quand même beaucoup de chevaux encore dans la ferme.
Alors, le gérant, c'était pas le propriétaire, c'était un gérant à la ferme. Le propriétaire, c'était les marquis de Croix, ils n'habitaient pas là. Mais le gérant qui était là, il avait dit on va essayer de sauver les animaux et le matériel. Alors, il y avait beaucoup, à cette époque-là, il y avait beaucoup d'ouvriers dans les fermes. Alors, ils ont donné aux ouvriers des chevaux et des chariots, enfin, le matériel qu'il y avait. Alors, mon père avait eu 2 chevaux. Et papa connaissait quand même tous les chevaux, il avait l'habitude d'en conduire, comme il avait des bois dans la vallée, quand il faisait du bois, qu'il avait besoin de rapporter du bois ici, prenait des chevaux, papa il avait l'habitude. Alors il avait eu 2 chevaux avec un tombereau pour évacuer sa famille. Et comme ma sœur aînée, qui habitait Soissons, elle était mariée, elle avait un bébé à l'époque, et mon beau-frère était parti à la guerre, il a été mobilisé. Elle était revenue ici, chez les parents, pour ne pas rester toute seule à Soissons. Elle était avec nous, avec le bébé qui avait 3 semaines. Et nous voilà partis sur les routes, avec le tombereau, le bébé, le landau et tout ça. Alors c'est ça l'histoire du chat, parce que on est parti dans l'affolement. Moi je me souviens, ma mère empiler du linge dans des sacs, dans tout ça, parce que on n'a pas eu beaucoup de délai pour évacuer. Hein. Du jour au lendemain, il fallait partir. Alors évidemment, on était quand même 4, les 4 filles étaient là, parce que dans Marie-Louise, ma sœur aînée qui était mariée, mais on était 4 filles chez nous. Mon autre sœur Adrienne, elle était encore là, elle avait 20 ans, elle n'était pas mariée. Moi donc. Et la dernière, qui avait à peine 5 ans. Nous voilà partis sur la route, arrivés, je sais pas, un petit peu avant Compiègne, par là, mon père n'avait pas pris les nationales, il avait dit non, parce qu'il y avait beaucoup de convois militaires. On avait pris les petites routes en passant, je sais pas si vous connaissez, sur le côté de Compiègne, il y a les petites routes qui passent par des petits villages et tout ça. Maman, où est les moumounes? Oh, bon, on avait oublié la moumoune, le chat. C'est ce que je racontais à Marc une fois. Alors le chat, maman, elle dit, vous inquiétez pas, le chat. Maman l'avait oublié aussi. Hein. Oui, dans Dans la l'affolement, vous précipitation. savez, on pense pas à tout ça. Et la chatte, elle l'a senti qu'il y avait un remue-ménage dans la maison. Elle n'était pas là, elle était partie, parce qu'elle avait peur. Et quand on est rentré 4 mois après, hein, ça c'était au mois de mai, on est rentré fin août, et la chatte était là, elle nous attendait. Alors maman elle dit, voyez, elle dit la chatte elle n'est pas morte, elle dit elle a survécu, elle dit vous inquiétez pas, elle saura bien se débrouiller. Mais notre chatte nous a manqué, hein. On avait peur, avec ma petite sœur, on avait peur. La sacrée moumoune, alors je l'ai retrouvée ma moumoune. La voilà la moumoune, sur mes genoux là. Et la voilà. C'est des petites photos, vous voyez. Hein, Ouais, des photos de l'époque. Hein. Le chat, il est où? Voilà, si vous voulez. Sors-les, Voilà. mets-les sur la table. Ah, sur la Non, table, c'est ça ok. vaut mieux. Vous voulez que j'enlève celle-là? Non, non, c'est ok. Ok, donc ça, c'est le chat. Oui. Ça, c'est... La photo, elle a été prise à quel moment? Quand vous l'avez retrouvée ou avant de partir? Oh, ça Ah, c'est quand on est après. rentré, c'était après, quand on est rentré d'évacuation, ça. Oh, Là. les autres photos? non, Et là. tout ça, c'est ma petite sœur et moi, là. Que je vous parle de ma petite sœur, c'est elle, Bernadette. Tout ça, D'accord. c'est moi. Voilà. Là, au Tréport ou à Mers-les-Bains, je m'en souviens plus. Là, ma première communion. Là, quand je travaillais à Coffrecourt, là, j'ai quoi? 17 ans, 18 ans par là. C'est pas la même. Hein. Mais les autres photos,
c'est des photos de... Là, c'est mon papa et ma maman. Mon papa, ma maman et les parents de Jean. La maman de Jean et son papa. Voilà. Et vous, Jean, vos parents, ils étaient d'ici aussi? Ah Non. non, absolument pas, moi non plus. Le Ménil-sur-Oger, le pays du champagne. Vous connaissez? Non, je connais pas. Je connais, Ah, c'est le meilleur champagne. Ah bon? À côté de Pernay. Ouais. D'accord. Je suis fils de vigneron. Mon père était vigneron au Ménil-sur-Oger. D'accord. Et après, on a abandonné le Ménil, et on est revenu à Reims, et on a vécu 40 ans à Reims, là. Et maintenant, on est revenu ici, depuis 40 ans. Ah oui. Avec la retraite, en fait. Ben voilà, la retraite, on a racheté la maison des parents un peu avant la retraite, et puis on est revenu là, et maman était encore avec nous. Ma maman, elle a vécu jusque 107 ans. Donc, quand vous avez fui en 40, quand vous êtes parti de cette maison-là. Oui, Ben, on est allé jusque dans la Mayenne. vous êtes parti de cette maison-là. Ah oui, oui, d'ici. Cette maison-là, elle est construite depuis 1920. Elle a été reconstruite à la guerre 14. Oui. Et- Alors, elle n'a pas été détruite parce qu'en 40, le village n'a pas été détruit, mais elle a été pillée. La maison a été ouverte. Alors, toutes les armoires, c'était pas comme ça, bien sûr. Nous, là-bas, il y avait une chambre, enfin, toutes les armoires, le linge était par terre, Ouais. souillé. Maman, elle avait un placard près de cette cheminée-là, à côté, comme ça se faisait beaucoup dans le temps, il y avait des placards, vous savez, carrément contre le mur. Maman, elle avait de la vaisselle, là. Ben, les portes étaient ouvertes, toute la vaisselle était par terre, cassée. La maison était dans un Il y avait des chantier. inscriptions sur les murs et tout ça. Oui. Ouais. Tout était pillé, quoi, si vous voulez. Non, mais il n'y a pas d'inscription sur les murs. Sur les murs? Non. Non. Et vous savez par qui elle avait été occupée, la maison? Oh, elle avait Oh non, été pas fermée à clé, mais elle a quand même été ouverte le temps qu'on est... On ne Oui, sait mais pas qui a fait Elle a ça. été pillée, mais il n'y a personne qui a couché dedans. Ah, ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Il n'y avait pas de témoins. On ne peut pas le Non, savoir, tout ça. le parce village que- était parti. Tout le village était parti? Ah oui, oui. On est parti dans la Mayenne. Alors avec le bébé, là, dans ce chariot, ce bébé qui avait 3 semaines, qui était souffrant, il n'était pas en bonne santé. D'ailleurs, il est mort à 4 mois après, parce que malheureusement, ma soeur ne pouvait pas le nourrir. Et il lui fallait toujours le même lait qu'on achetait en pharmacie. Mais sur la route, on a eu 15 jours de trajet pour aller dans la Mayenne. 15 jours sur les routes. Et je me souviens, ma soeur achetait du lait dans les pharmacies, quand les pharmacies étaient ouvertes. Mais sur la route, après, les pharmacies étaient fermées. Alors, pour nourrir le bébé, il fallait bien lui donner quelque chose. On achetait du lait dans les fermes où on passait. Mais vous savez, le lait dans les fermes, les vaches n'ont pas toutes le même pourcentage dans le lait. Ça lui réussissait pas à cet enfant-là. Il avait des diarrhées. Écoutez, il était malade, c'était horrible. Puis on ne pouvait pas le soigner, on n'avait pas de médecin, on n'avait rien, mais vraiment rien. Alors quand on est arrivé dans la Mayenne, un petit village qui s'appelait Saint-Loup-du-Dorat, qui avait un clocher qui penchait comme ça, et il penche toujours. Parce qu'on a retourné là-bas à l'occasion de vacances et il penche toujours. Et bon, ben là-bas, on a trouvé un médecin qui l'a soigné, mais ça serait maintenant, avec les médicaments qu'il y a, bien sûr, il aurait été soigné autrement, mais à l'époque, Oui, alors mais évidemment. changer de lait, ça n'y réussissait pas. Ben oui, ouais. Ça serait maintenant, ça serait pareil. Hein. Enfin, bref, il est mort 4 mois après, quoi. Mais avant de vous installer, vous avez fait connaissance.
Oui, on s'est connus 2 ans avant. Voilà, vous pouvez un peu revenir sur cet épisode? En disant que, comme elle travaillait à Confrécourt là-haut, à la ferme, là, elle était femme de chambre, quoi. Et moi, j'habitais Reims, où je faisais de la mécanique déjà à ce moment-là. C'est pour ça que vous avez un petit pendule comme ça, parce que j'ai réparé ça en retraite pendant des années. Maintenant, je ne peux plus. Impossible. Et alors donc, quand je venais la voir, on s'écrivait, mais on s'est vu 12 La fois. maison qui est derrière, là, Ouais. au-dessus de chez nous, c'est la maison de mes grands-parents paternels. Et quand ma grand-mère est décédée, j'ai un oncle qui habitait à côté d'Épernay qui a racheté la maison. Et mon oncle et ma tante sont venus habiter là. Ouais. Et j'avais 2 cousines germaines, dont une à peu près de mon âge, qui s'est mariée là. Le temps qu'ils habitaient là, ma cousine s'est mariée, j'ai été invitée au mariage. Ouais. Alors je devais avoir un cavalier du côté du marié que je ne connaissais pas, moi, qui venait de Paris. Et ce monsieur n'a pas pu venir au dernier moment, je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle pas. Il n'a pas pu venir. Oh, ben, il n'y a pas de cavalier pour Yolande, comment on va faire? Alors, lui, qui habitait Reims, qui allait toujours à Épernay parce qu'il avait une sœur, connaissait mes cousins d'Épernay. Et ils ont dit, oh, mais on va inviter Jean, tiens, il va nous dépanner. Alors, Jean est venu, il a été invité au mariage et il a été mon cavalier. Alors que je ne devais pas l'avoir comme cavalier. Vous voyez comme c'est bizarre, hein? Sur un malentendu. Voilà. Et après, on ne s'est plus quitté. Mais, malheureusement, moi, je travaillais là. Et lui, ben, il a été obligé de retourner à Reims. Et il avait son travail là-bas. Et je vous dis, on s'est vu 12 fois en Oui, 2 ans. à ce moment-là, j'étais militaire. Oui, tu étais encore Je faisais mon militaire à service l'époque. Oui, militaire. c'est vrai. Alors ça, c'est les années quoi? Les années 50, Ouais, en 50. 1950. Oui, parce qu'on que s'est mariés en 1950, 53. j'avais 20 ans. Donc, à ce moment-là, on faisait du service militaire. Ouais. Alors, j'ai fait 1 an de service militaire. J'en ai plutôt fait 1 an et demi, parce qu'il y a eu la guerre d'Algérie. Automatiquement, ils m'ont gardé 6 mois de plus. Vous avez fait l'Algérie? Non. J'ai manqué de la faire, mais je ne l'ai pas fait. Ouais. Parce que ça s'est arrêté à moi. Ouais. Et j'avais un général, parce que j'étais chauffeur de généraux à l'armée, je faisais de la mécanique, et puis je conduisais aussi un général qui voulait toujours un mécano. Alors quand il faisait des grands voyages, c'est moi qui y allais, qui le conduisais. Et à ce moment-là, j'ai passé 5 jours et 5 nuits sans dormir à cause d'elle. Pourquoi? D'amour? Parce que comme j'étais chef de garage Ouais. à l'armée, Ouais. automatiquement, à ce moment-là, les années 50, on a reçu du matériel américain. Tout neuf. Alors automatiquement, les chauffeurs roulaient la journée pour rouler. Les mécaniques, maintenant, on roule, on ne contrôle plus. Vous achetez une voiture neuve, ça y est, c'est fini, il n'y a pas de freinage à faire, des trucs comme ça. Si dans le temps, il faut les garder la véhicule un certain temps avec des petites vitesses pour le rodage. Pour le rodage. Alors automatiquement, 2 jours avant que je reçoive un télégramme comme quoi je faisais la noce, j'ai mon lieutenant du garage qui m'a dit, toi tu ne mets pas avec nous, mais tu resteras le soir à la maison, parce que à la caserne, quoi. Parce que quand les véhicules vont rentrer, il y avait toujours quelque chose qui avait cloché. Alors je passais la nuit à réparer tous ces machins-là, et eux ils repartaient le lendemain. Alors pendant 3 jours, j'ai fait ça. Et le vendredi soir, mon lieutenant il dit, t'as quand même bien bossé. Je dis oui, mais j'ai une noce demain. Allez, hop, il dit fous le camp. Alors je suis parti le vendredi soir, et donc ça me faisait 3 nuits que je ne dormais pas. Et arrivé à Épernay, j'ai ma soeur, mon beau-frère, le jeune marié qui n'était pas encore marié, son père, sa famille, tout ça. On a bu le champagne, parce que j'ai Épernay, hein.
Et le lendemain matin, hop, on a démarré et on est venu ici. Alors c'est bien qu'à le midi, quand elle m'a vu arriver, là, enfin, Oh, quand il on a avait mangé des gros ensemble yeux, le midi, je dormais debout, hein. J'en avais marre. Alors ici, il y avait le mariage le samedi, et à l'époque, on faisait encore les fêtes à Nouveau. À l'époque, il y avait des belles fêtes. C'était la fête à Nouveau, dans le dimanche, le lundi. Alors le samedi, le dimanche, le lundi, il y avait la fête à Nouveau. Il a fait la fête à Nouveau encore pendant 3 jours. Après le mariage. Oui, sans dormir. Ah ben c'est bien, hein, les 20 ans ça permet tout ça, mais quand même. Ah, mes 20 ans, enfin, je les ai bien arrosés. Hein. Je les ai arrosés pendant un mois. Il faut avoir 20 ans pour faire ça. Hein. Disons qu'on a correspondu automatiquement à ce moment-là. Ouais. Puis je suis revenu une paire de fois avec mon beau-frère, parce que automatiquement il venait voir ses cousins à côté. Donc ça c'est vraiment le moment où vous l'avez connu en fait. C'est ça? Ouais. Je l'ai connu comme ça, moi. Ouais. Puis, je crois que de l'autre côté. Le voilà. Regardez s'il n'était pas beau, mon Jeannot. Hein? J'ai changé depuis. Il avait des cheveux à ce moment-là. Hein. Ah ouais. Bah, en même temps, on vous retrouve, hein. C'était Il qui? n'y a pas de... Pardon. Oh, je me l'aime plus près. C'était le journal. Hein. Regardez, il était beau, hein? C'est comme ça que je l'ai connu, c'est à cette époque-là. Ah là là, il avait de quoi tomber raide, hein. Ah ben là, c'est moi à 20 ans, à peu près au même âge que lui, tiens. Ça, c'est lui qui l'a... Quand il faisait des photos, c'est lui qui l'a fait, mon mari, cette photo-là. Ah ouais. Ouais. Vous me la présentez la photo? Celle-là, j'étais à Confrécourt. Celle-là, j'avais quoi, 18, 20 ans. Celle-là, non, elle vous celle-là, on écoute était pas, hein. mariés. Elle suit son film. Ouais. Vous êtes habitué. Ah, Je le super. remettrai après, c'est des faits de Non, non, l'encoche. oh, c'est pas grave ça. Non. Ok. Tu sais, les Ma vieux, main ne vous gêne pas? Ah non, pas du tout. On l'avait 20 ans. là, ouais. Là, un peu plus. Là, j'avais 20 ans, mais là, un peu plus. Celle que Jean, il a fait, un peu plus, j'avais peut-être 25, 26 ans, celle-là. Ah bah oui, on était mariés déjà. Bah oui, Là, c'est oui, toi c'est qui vrai. l'avais fait. On s'est mariés en 53. Il y a 71 ans et demi. C'est ce que je suis en train de chercher, attends. Ça, c'est quand elle était malade. Déjà, Elle était malade. oui. Elle a fait une pleurésie. Voilà notre mariage. Et alors ça, vous vous êtes marié à Reims ou ici? Ici, Ici. ici. Parce que comme, quand elle s'est connue au mariage de sa cousine, Ouais. Ouais, après, elle a fait une pleurésie. ouais, Alors c'est pour ça que vous la voyez la photo, elle avait été malade. ouais. Déjà bien gravement. Heureusement qu'elle avait un docteur qui l'a bien soigné, qui l'a sauvé. Ouais. Ah bah à l'époque, c'était grave une pleurésie. Hein. Et Ouais. encore, je m'en suis bien sortie. Et c'était dû Malheureusement, c'est pour ça qu'on n'a pas eu d'enfants. Parce que la pleurésie m'a détruit les trompes. Ben, c'est les poumons. C'est les poumons. Il y a C'est de l'eau de dans les l'eau, poumons. c'est de l'eau dans les poumons. Et à l'époque, on m'a fait une ponction, une aiguille, comme quand on vous fait une piqûre. Hein. Mais attendez, l'aiguille, elle était au moins longue comme ça, et comme une aiguille à tricoter. On voit encore la place dans mon dos, entre deux côtes, là. Dans mon lit, carrément, hein, ici. Et hop, ils m'ont enlevé des seringues d'eau que j'avais dans le poumon. 13 seringues d'eau. Mais à la 13e, je suis partie dans les pommes. J'ai pas pu supporter plus longtemps.
C'était tout mon poumon droit. Oui, mais c'est ce que madame dit, c'est Oui, que ça a oui, descendu l'eau, sur les si vous organes. voulez, à l'époque, c'est ce que le docteur m'ont expliqué. Je prenais un traitement qui aidait à éliminer l'eau par les voies naturelles. Alors, j'allais souvent aux toilettes, évidemment, hein, ça obligeait. Mais l'eau en partant, il paraît, c'est après des examens, quand on a été mariés, que je ne pouvais pas avoir d'enfant, que j'ai posé des questions, enfin bref, qui m'ont dit, ben voilà, on m'a demandé qu'est-ce que vous avez fait comme maladie, et quand j'ai expliqué tout ça, le spécialiste m'a dit, voilà, toute l'eau qui est partie à ce moment-là, elle a passé par vos organes, par les trompes et tout ça, et elle vous a détruit les trompes. Infecté, oui. Alors, ça m'a mené, tous ces examens-là, j'avais déjà 40 ans. Alors, ils m'ont dit non, vous n'aurez pas d'enfant. Alors, voilà, c'est pour ça. Puis il était un peu tard pour adopter. Et à l'époque, pour adopter un enfant, ça coûtait cher, hein. On n'a pas pu. Voilà. Comme elle ne travaillait pas à Reims, pour ainsi dire, elle a toujours bricolé, mais elle n'a pas travaillé chez quelqu'un. Je travaillais pour la femme d'un docteur, je lui faisais toute sa couture. Mais c'était pas, disons que c'était pas rentable, quoi. Voilà, c'est tout. C'est devenu des amis. Parce que c'est pareil, il avait une comptoise qui ne marchait pas. Alors automatiquement, comme elle travaillait, elle faisait quoi? Elle faisait le ménage de son Je bureau. m'occupais de la salle d'attente Voilà. et de la salle de pansement du docteur. Et de son bureau à lui, tout ça. Et puis en même temps, je faisais toute sa couture à la femme du docteur, quoi. Et elle est venue à parler pendule. Alors, comme il avait une comptoise entièrement en bois, tous les pignons étaient en bois. Et il avait installé sa comptoise entre deux fenêtres et deux radiateurs. Alors automatiquement, la température, ça changeait tout le temps. Donc la pendule, elle chahutait tout le temps. Et les trépidations de la rue Liberger. Parce qu'ils habitaient rue Liberger, vous connaissez pas Reims? Un petit peu? Un peu, toi, la cathédrale. Bon, ben la cathédrale, c'est la grande avenue qui descend vers le canal. D'accord. De la cathédrale, ça descend vers le canal. C'est là la rue Liberger. Et il y a le lycée de jeunes filles dans cette avenue-là, quoi. Et le cabinet du docteur, leur maison, elle était là, une maison de 3 étages. Donc vous disiez Alors automatiquement, quand elle s'occupait de son linge, moi je m'occupais de la pendule. Mais à chaque fois qu'on repartait le linge, on repartait le linge le vendredi soir, les 3/4 du temps, ils nous gardaient. On passait la soirée là. Ah ouais? Ouais. C'était Alors. des gens adorables, adorables. Alors on buvait l'apéritif déjà premièrement, et après bon, on mangeait ensemble. Et quand on faisait une descente de cave pour choisir les vins, il y avait une belle cave. C'était donc le docteur qui nous soignait en même temps, Ouais. parce qu'un coup on avait un rhume chacun. Ouais. J'ai téléphoné en lui disant on est malade, on a un bon rhume. Bon, ben, j'arrive. Il s'était drogué pour pouvoir venir parce qu'il était plus malade que nous. Ah, l'année qu'il y avait une Je épidémie lui dis, de... c'est pas possible, vous vous rendez compte comme vous êtes? Et Bien. vous m'avez téléphoné. Ben, je dis, oui, mais vous auriez pu me dire, c'est pas grave, on se verra demain. Vous voyez, les gens que c'était. Et la première comptoise que vous avez réparée, c'était chez eux? Oh non. Oh, Ah non, d'accord. oh. J'ai commencé avec la pendule que vous voyez là-bas. On habitait Reims, dans des tours à côté du pont de Vitry. Et ma mère, un jour, elle vient, elle me dit, tu sais, j'ai fichu la pendule par terre. Je dis, qu'est-ce que c'est foutu? Elle a passé la pendule, ce moment-là, chez ma mère, elle était sur une cheminée en marbre. Et ma mère, elle est comme ma femme, il faut toujours nettoyer.
Alors elle a passé le chiffon sous la pendule, puis elle l'a raccroché, paf, la pendule par terre. C'est pour ça qu'elle n'a qu'une valeur, parce qu'elle a été cassée. Elle a été trouvée aux pieds détachés. Alors, j'ai laissé des morceaux, tu sais qu'il ne faut pas y toucher, tu vas ramasser tout et tu vas le refaire. Ah bon, alors j'ai été rechercher la pendule avec toutes les pièces, j'ai recollé toute la pendule, j'ai refait un châssis en bois dessous, ça ne se voit pas, et j'ai recollé toute la pendule, et j'ai eu le mouvement dans les mains. Et quand on était gosse, au mini-sur-Roger, les frères et sœurs qu'on était, on s'amusait toujours à tourner les aiguilles pour la faire sonner. Mais on ne l'a jamais remontée. Je ne sais pas comment ça a fait pour sonner tout le temps pendant des années comme ça. Hein. C'est la mécanique, ça. Alors, quand je l'ai eu là-bas, je vais essayer de la faire marcher. Puis j'ai réussi. Alors automatiquement, tout le monde a su que j'avais réparé la pendule. Alors les frères et sœurs, ils m'ont mis des réveils, des trucs comme ça à réparer. Parce qu'à ce moment-là, c'était plus des réveils électriques, hein. C'était mécanique. Alors, j'ai appris à démonter les pendules, puis remarquez que je travaillais quand même dans la mécanique assez sérieuse. Hein. Alors, je travaillais avec des diamants. Il y avait le petit horloger de l'avenue Jean Jaurès, Oui, un petit horloger qui avait gardé plein de choses. Il était à la retraite, mais il avait un appentis derrière son petit magasin. Il y avait un fatras là-dedans, mais il trouvait toujours son bonheur. Il allait le voir, et il savait, il disait, allez, choisissez ce qu'il vous faut. Il dit, moi, ça me débarrasse. Alors je me suis mis à réparer des pendules, à Reims, tout ça. Et alors quand je suis revenu ici, j'ai des gens qui m'ont amené des pendules. À Reims, j'ai eu une pendule, il y en a eu 5 commandes de fabriquer. Je suis en train de rechercher le nom. C'était un notaire qui me l'avait apporté, cette pendule-là. Elle marchait avec une petite chaînette. Si vous voulez, le mouvement, au lieu d'avoir un ressort comme une pendule normale, il y avait un cône, un axe avec un cône, et une petite chaîne, une petite chaînette qui était entourée de ça et qui faisait marcher la pendule. Mais il faut aller voir le bijou que c'était. Les maillons de la petite chaîne étaient gravés. Mais gravé, il y avait quoi inscrit dessus? Ah bah, elle était gravée d'origine. Je ne sais pas qui c'est qui les a gravés. Mais Ah, c'était des dessins. Il n'y a pas de lettres. Mais si vous voulez, le maillon de la petite chaînette était ciselé. On voit que ça avait été travaillé. Et quand j'ai eu cette pendule-là, il n'y avait pas grand-chose. C'est pas celle-là. Hein. Et à ce moment-là, ouais. quand j'ai eu cette pendule-là, j'ai su qu'il y en avait que 5. Moi, j'avais expliqué ça à mon bijoutier, horloger. Et j'avais raconté l'histoire qu'il y avait que cette pendule-là. Alors il me dit, c'est pas possible. Il dit, il n'y en a eu que 5 au monde de fabriquer. Bah, je dis, moi, c'est ce que je vois dans ma pendule. Alors il me dit, ben, c'est pas, hein, vous pouvez me l'amener, regarde. Alors, j'ai amené la pendule, quoi, 1 heure après, on est redescendu, puis j'ai montré la pendule. Quand il a vu la pendule, il me dit, monsieur Léo, il dit, surtout n'y touchez pas. Elle est authentique, mais elle est en panne, il faut la laisser comme ça. Alors là, c'était un notaire qui me l'avait amené, j'ai rendu la pendule au notaire, mais je suis en train de chercher le nom de ces pendules-là. C'est parti. Oui, j'en ai eu une comme ça aussi. Ah, Il y avait c'était même celle-là? Non, c'était le même notaire, mais la pendule, j'ai pu la remettre en route. C'était une pendule que Marie-Antoinette avait fait un mot dans la pendule quand elle l'avait donnée à quelqu'un. Alors, les gens avaient le petit papier que j'ai vu, mais que j'ai pas touché, automatiquement, parce qu'il l'a repris aussitôt. Hein, et c'était le même propriétaire. Alors quand j'étais voir mon bijoutier qui m'a dit il ne faut pas y toucher, ben je cherche, non. Palix, Hein, le bijoutier. Oui, non, c'est le nom de la pendule.
Parce qu'ici, pareil, j'ai eu La pendule, ici, la pendule que tu avais réparée pour le marchand de fromage, c'était la pendule mystérieuse. Oui, là c'est autre chose. C'était son nom comme C'était ça. fait après. J'ai eu une pendule mystérieuse. On ne voit pas le mouvement. Ouais. Et elle marche. J'ai mis 3 heures à comprendre le mouvement de la pendule. 3 heures. Je suis resté 3 heures dans la maison. Alors c'est pareil, c'était un fromager qui avait eu Bah, c'est le fromager qui passe ici. des vics. Non, c'est pas C'était elle. les parents. C'était, oh, c'est même C'était pas les pas- parents, c'était les anciens. Oui, mais je veux. Ils avaient trouvé ça à Paris. Ils avaient de la famille à Paris, cette pendule-là, elle ne marchait pas. Et la grand-mère, elle aurait bien voulu qu'elle remarche. Alors, elle y avait demandé, alors lui, il s'est dit, hop, il me l'a amené ici. On était le week-end ici, chez ses parents. On a mis ça dans le coffre et hop, on a embarqué sa race. Mais arrivé à Reims. 3 heures j'ai mis à comprendre que c'était la statue qui était sur un pivot et qui faisait marcher, qui réglait la pendule. C'est pas qu'il faisait marcher, mais c'est qui réglait le mouvement. Mais comment elle le réglait? Et disons, il y avait un balancier qui était accroché après la main de la statue. Et vous ouvrez, vous faisiez marcher le balancier et la statue, si vous voulez, j'exagère, alors on la voyait faire ça. Mais c'était invisible. Je l'ai trouvé au bout de 3 heures que je voyais, ça faisait ça. Le socle qui bougeait un tout petit peu. Non, pas le socle, La la pendule qui statue. était sur son... La statue. Alors j'ai réparé la pendule et je l'ai ramenée ici. Manque de chance, quand je suis revenu ici un week-end, quoi. Je vais à Vic-sur-Aisne, paf, je tombe sur son fils. Elle me dit, mon père il n'est pas là. Alors j'ai dit, bon, j'ai rendu la pendule, automatiquement, parce que c'est une pendule mystérieuse que j'ai dans mes bouquins, il n'y en a pas beaucoup de fabriqués. Hein. Et j'ai montré comment elle marchait. Quand il fallait la transporter à Paris. Alors, j'ai montré comment ça marchait. Il dit, bon, ben, je me débrouille avec mon père. Ils ont remis la pendule arrive à Paris. Elle ne veut pas redémarrer. Alors, un week-end d'après, ils sont venus me chercher et j'ai monté à Paris avec ma femme. On a passé une journée à Paris pour essayer de redémarrer la pendule. Alors, il y avait un jeune dans la maison, là. Oh, vous n'y arriverez jamais, elle n'a jamais marché, qui dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Puis il est parti. Puis eux, ils sont partis faire des courses en ville avec les personnes dans la maison, quoi. Et moi, j'ai remis la pendule en route. Quand il est revenu, il était fou, le mec. Fou. Il dit, c'est pas possible, elle marche. Ben, vous voyez que ça marche. J'ai cru qu'il allait le prendre dans ses bras et l'embrasser, tellement il était content, ce monsieur-là. Ah, Hier, on a bu le champagne, mais c'était pas du champagne. C'était du mousseux. ça fait Je suis rien. revenu, j'étais malade. Ah, j'aime pas ça, le mousseux. Hein. T'es pas champenois pour rien. On est mécanicien, on n'y est pas, quand même. Oui, mais il faut Non. dire aussi que tu étais régleur, surtout. Ah, Alors, il y a de la précision dans son métier. Et puis il aimait ça, je l'ai vu passer des heures, des heures. Une fois à Reims, il était sur ma table de cuisine en train de réparer une vieille pendule comme ça. Moi, au bout d'un moment, comme ça, j'ai dit, il commence à m'énerver, il va passer par la fenêtre avec les pendules. Je ne l'ai pas fait, évidemment. Mais il avait une patience, moi je l'aurais pas fait. Hein. Non. J'ai fait ça toute ma vie. Ben oui. J'ai fait de la mécanique auto au départ. J'ai appris la mécanique auto. Ça m'arrivait des fois de travailler la nuit. Et j'étais tout jeune. Donc j'étais apprenti. Mais ça me plaisait déjà. Puis après, je me suis mis à travailler sur les tours automatiques, tout ça. Alors là, c'était Mais je autre crois chose. que tout le monde a un petit dada comme ça dans la vie, non? Hein? Tout le monde, je crois, moi. Bah, et Yolande, alors, vous, c'est quoi votre petit dada? Ah,
Ça, déjà, c'est de la couture, toi. Bah oui, moi Ah. c'est ça, vous voyez. Si j'avais encore mes yeux, je vous en aurais fait une de cigale. Mais j'ai plus mes yeux. J'en ai fait des centaines pour le club de Fontenoy. Ouais, ils sont bien. Ah ouais, ok. Et non. J'ai fait voir, hein. C'est bien une petite cigale, hein, vous voyez. Ah, tout à fait. Regarde, les tableaux qui sont là. Les tableaux qui est là, le tableau qui est là-bas. C'est elle qui les a fait à la main. Oh, ça c'est facile. Ben, j'aime ça, c'est tout, quoi. Moi, je te le ferai pas. Ouais. Moi, je te démontrerai une pendule que je te ferai pas ça. Ce tableau-là, c'était... C'est des toiles. Ouais, c'est des toiles. Hein. Ça, le tableau que vous avez, c'est du crochet? Non, c'est... Non, non, c'est au point, au demi-point. On peut le faire au point de croix ou au demi-point. Alors, je vais vous montrer, venez voir. Tout ce qui est intérieur comme ça, je le fais au point de croix. Ouais. C'est comme un tout petit quadrillage de la toile. Et les choses autour, là, je le fais au demi-point avec un coton qui n'est pas perlé. Tout ce qui est clair, c'est en coton perlé pour que ça ressorte. C'est-à-dire un coton qui brille un petit peu. Ouais. Tandis que le fond, c'est un coton mat, au demi-point seulement. Mais il y a des heures de boulot là, parce que c'est des tout petits points. Hein. Mais moi j'aime bien. Mais maintenant je peux plus, je vois plus. Ah, j'en ai un là-haut en route, c'est un moulin à vent. Un moulin à eau, un moulin à eau. Il est sur mon métier, j'ai un métier à tapisser. Il est commencé, mais je peux pas. Je vais faire quelques points, puis après je me trompe de trou. Alors là, ça va plus. Si je pique pas dans le bon trou, c'est pas possible. Déjà là, c'est pareil, vous voyez. J'en ai fait, comme on va au club de personnes âgées à Fontenoy. Une année, on avait fait une kermesse en fin d'année, parce qu'il y avait une dame qui tricotait, une autre qui faisait des tapisseries, et moi j'avais fait des cigales. J'en ai vendu j'ai rapporté 300 et quelques euros au club cette année-là pour... Avec les cigales. Alors dedans, ça fait une poche. On met ce qu'on veut dedans. On ouvre ça, la poche. Quand elle est garnie, ça fait ouvrir les ailes de la cigale. Quand la poche est bien garnie là. Ça tend. Voilà, ça tend les ailes, ouais. Et ça, c'est ma jeune sœur de Béziers qui m'avait appris à les faire. Quand on avait été chez elle, qu'elle faisait partie d'un club de couture, qu'elle avait fait des cigales. Oh, j'ai dit, tu vas me montrer comment tu fais. J'ai encore plein de tissus là-haut pour en faire. Je peux plus. Et pourquoi c'est vous qui avez repris cette maison? On l'a racheté parce Parce que qu'on l'a racheté. On Quand était on a à eu- Reims et... quand on a à Reims, on vivait dans des logements. Alors c'était pas mal, mais ça vaut pas la maison. Ouais. Alors avant de reprendre avant la retraite, 2 ans avant, on a acheté la maison. Ça a rendu service à ma belle-mère qui vivait encore. Et on a accepté d'acheter la maison parce qu'elle avait 92 ans. Alors on s'est dit, si elle reste une paire d'années avec nous, ce sera le plus beau du monde. Elle a resté jusqu'à 107 ans. Alors elle a vécu avec nous là pendant 13 ans. Ouais. Et Parce que là-bas, il y avait une chambre du jour où on a acheté qu'on la avait maison, gardée pour maman.
bouge pas, je vais vous expliquer. Du jour où on a acheté la maison, on a commencé des travaux. Parce que la maison par elle-même, si vous voulez, ici, là, c'était une chambre. Là, c'était la cuisine. À l'époque, Et oui, l'autre côté, il c'était n'y une avait chambre. pas de pièces là. Là, ça n'existait pas, c'était une grange. Ouais. Alors, au début de notre retraite, on a commencé à démonter tout. Et ma belle-mère, elle habitait là. Alors, un jour, elle couchait là-bas, la semaine d'après, elle couchait là. Et, On ne disait rien. et elle n'a jamais rien dit. Elle était Elle a contente. campé dans les quatre coins de la maison. La seule chose qui l'intéressait, c'est qu'on revienne ici. Je ne serais pas toute seule. Bon, là, c'était déjà un point de vue. Et quand j'ai commencé à attaquer la grange, là, à ce moment-là, elle voulait voir l'heure au clocher. Elle dit, dépêchez-vous de le faire, parce qu'elle dit, je veux voir l'heure au clocher. Parce que d'ici, on ne voit pas l'heure du clocher. On le voit d'où? Mais vous allez dans la cuisine, elle voit l'heure du clocher. Parce que dans la grange, là, il n'y avait pas de plancher, rien du tout. Il y a en dessous, il y a un vide d'1 mètre de profondeur. De ça, En dessous, oui. en dessous. Alors, j'ai fait un plancher et toute la pièce isolée et tout, parce que tout est isolé, aussi bien le haut que le bas. Hein. La maison, elle est bien isolée. Pour les années Pour 2000 l'époque, qu'on a maintenant, fait. je crois hein. que C'est maintenant, ça serait à maintenant, refaire. les matériaux qu'ils font maintenant, ça serait meilleur. Mais il ne faut pas qu'on se plaigne, c'est déjà À bon. l'époque, on l'a fait avec les matériaux qu'il y avait à l'époque. Maintenant, il y en a d'autres. Tu veux bien de moi? Hein? Tu veux bien de moi? Il est un peu tard pour me demander mon avis. Hein? Ma petite soeur qui me téléphone, dit Ben oui. oh, pas de pauvre. Ben, elle rappellera demain, elle rappellera demain. Oh, j'espère, mais c'est pas sûr. Mais si. Oui. Mais nous, on a jamais. Mais je venais de temps en temps ici. Et bien souvent, je venais en vélo. Parce que j'ai fait du vélo, j'ai fait des courses, donc ça ne me faisait pas peur de faire Reims-Nouvron le jour aller-retour dans la même après-midi. Hein. Et quand t'es venu en moto, qu'il y avait ça de neige. Là, c'est Hein? un coup, oui, Pour avoir 20 ans, hein? il y avait un malentendu entre nous. Alors, j'ai dit, bon, ben, j'avais un voisin à côté de chez moi qui avait une moto. J'ai dit, tu me prêtes ta moto, je vais aller la voir. Alors, je suis venu en moto et il y avait de la neige. Enfin, sur les routes par là, c'était bon. Et je suis arrivé à Pommier, il y avait une pierre comme ça au milieu de la route, avec une mare de boue longue comme ça. Je suis arrivé, la moto, elle a valsé. Mais comme à l'armée j'avais fait de la moto, je savais même piloter une moto. Alors ça a bien tombé. Et je suis arrivé ici, sous le plateau là-haut, il y a un petit chemin qui va directement à Confrécourt. Alors ce jour-là, j'ai vu une route qui était jalonnée. Ils avaient mis des bâtons pour faire un chemin. Alors de chaque côté, la route était tracée. Puis c'était plein de neige. Je m'engage là-dedans. Il y avait ça de neige dans la boue. C'est le chemin qui prend en haut de la côte de Fontenoy, avant la maison toute seule. Là, il y a un chemin qui part en terre dans les champs et il arrive à Confrécourt. Il a pris ce chemin-là. Debout sur les pédales, puis tenir la moto. Heureusement que je savais faire de la moto à ce moment-là. Tout le monde m'a dit que tu étais un casse-cou à ce moment-là. Alors on était tous sur le perron à Confrécourt qu'on l'attendait. Ah oui? Même Claude Gosselin, à ce moment-là, qui était stagiaire là-haut, il en faisait aussi de la moto. Il dit, il est fou, il me dit, il est fou, il dit, de venir par un temps pareil. Parce qu'à l'armée, c'est pareil, j'ai fait que de la mécanique. Je sais pas ce que c'est qu'un fusil. Hein. J'ai jamais tiré un coup de fusil. Hein. Oui, c'est lui qui m'a embauché quand je suis sorti de l'école en 1946. Ouais. Là, à ce moment-là, le patron du garage était revenu de prisonnier et automatiquement, le garage a commencé à démarrer. Et à ce moment-là, les voitures, des
cultivateurs, tout ça, ont ressorti les voitures qui étaient planquées dans des tailles des bottes de foin, des trucs comme ça. Mais seulement, il fallait les remettre en route. Alors, on a eu un boulot fou pendant une paire d'années pour rétablir ces voitures-là. C'était quoi? C'était des Citroën traction, des trucs comme ça? Oui. Les Renault, Citroën, puis des Peugeot, quoi. Mais des vieilles voitures, j'ai commencé là. Puis après, on est parti à Reims. Alors, hop, là, on a redémarré. J'ai redémarré dans un garage. Mais au bout dans les années 48, à ce moment-là, il y a des voitures neuves qui ont arrivé. Alors, automatiquement, le garage, il a redescendu, parce qu'il n'y avait plus de travail, là. Les gens avaient des voitures neuves, et puis les vieilles, ils étaient partis, quoi. Alors, j'ai arrêté la mécanique, là, et puis, à ce moment-là, il y avait l'usine Panhard, qui était à Reims. Et chez Mutre, j'étais travaillé à l'usine Panhard. Ah bon? C'est une marque de voiture, Panhard. Panhard, ah oui. Ouais. La Dina Panhard. Ouais. La Dina Panhard, c'est moi qui ai sorti la première pièce. Parce que je travaillais sur des tours, déjà à ce moment-là, et au bout d'un certain temps qu'on travaillait dessus, ces voitures-là, il y en a une qui est venue en démonstration à l'usine. Et à ce moment-là, les ouvriers, on a été visiter la voiture, parce qu'on avait la chance d'avoir une voiture beaucoup moins chère si on voulait. D'accord. J'étais jeune, moi, je n'aurais pas acheté de voiture à ce moment-là. Alors j'ai été voir la voiture, puis je regardais bien, et j'ai mon chef d'atelier qui était derrière moi, il est venu me taper à l'épaule, il me dit, tu sais, c'est toi qui as sorti la première pièce de cette voiture-là. Oh, oui, il dit, tu te rappelles, j'ai fait 10 pièces sur mon tour, et c'était 10 boules de direction que j'avais fait, c'était pour la première voiture Dina Panhard. Alors j'étais un peu heureux quand même, j'étais fier à ça. Voilà. Alors là j'ai travaillé plusieurs années, là, puisqu'on s'est marié à ce moment-là, je travaillais chez Panhard. Oui. Puis après j'ai quitté, parce que je voulais monter, et puis mon chef d'atelier ne voulait pas. Parce que je travaillais bien, Ouais. et il y en a d'autres qui avaient le droit de passer de grade au-dessus, quoi. C'était pour la paye, quoi, surtout. Hein, telle catégorie. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ben, je suis marié à ce moment-là. Et alors? Et quand ils ont fait une quête, parce qu'ils faisaient des quêtes pour ceux qui se mariaient, moi, j'en ai pas eu. Parce que la veille qu'ils fassent la quête, je vais engueuler avec la secrétaire qui était au bureau. Alors, automatiquement, ben, elle n'a pas fait la quête. Et mon chef, automatiquement, et je commençais à faire du sport aussi, je faisais du basket. Ouais. Et il y avait un entraîneur, si vous voulez, qui travaillait là aussi, c'était du basket, mais en terre-usine. Ah, c'était pas comme maintenant, les terrains de basket, ben c'est du tonnerre. Nous, on n'a pas connu ça. Et automatiquement, à coup, plusieurs fois, on allait discuter ensemble. Et ça n'y a pas plus. Vous étiez à votre machine, parce qu'il était dur. On arrêtait à midi, et on reprenait à 1h30. Et à midi, au moment d'arrêter, il fallait arrêter sa machine au moment que la sonnette sonnait. Il fallait rester au pied de la machine et de l'arrêter à ce moment-là. Il ne voulait pas qu'on arrête avant. Alors c'était... Moi, comme un jeune, j'arrêtais la machine et puis j'attendais. Plusieurs fois, il est venu me voir, il me dit, il faut faire tourner la machine. Je dis, je travaille pas. Ouais, vous marchez pas dans les clous, quoi. Ah non, j'ai un petit caractère quand même, hein. Ça n'allait pas, alors je suis parti. Comme ça, tiens. Hein? Dans la famille, quand on dit tête de DU, on a tout dit, hein. Oui. Parce que j'ai mes frères qui étaient pareils, hein. Surtout Michel. Oui, c'est différent. Mais vaut mieux avoir un caractère que pas du tout. C'est vrai. Alors du coup, après, ben, je suis rentré dans l'usine, là. Quelle usine? Schlumberger. J'ai resté 30 Là, ans, là. Compteur à eau, compteur à gaz, tout. Schlumberger. Ben, elle existe toujours.
Non? Je sais pas. C'est tout ça. Je crois que t'es maintenant. toujours gossé, là. Ah non, là, c'est fini, là. Y a C'est plus rien. c'est un supermarché qui est là maintenant. Ah bon? Oui. Alors là, j'étais heureux. C'est là que j'ai appris à réparer des pendules parce que j'ai tombé dans l'atelier avec. J'avais 45 machines à m'occuper avec 45 femmes. Et ben, je suis redescendu, enfin, je suis retourné à fabriquer des compteurs à eau. Mais les compteurs à eau, le mécanisme il se trouve à l'intérieur. D'accord, mais ça c'était une nouvelle expérience parce que vous étiez mécanique, Mais là, mécanique auto, et tout d'un coup là ça se transforme. quand j'ai travaillé chez Pora, j'ai travaillé sur machine déjà. Je ne travaillais plus dans les voitures. D'accord. Je fabriquais des voitures, mais je ne touchais plus un moteur, pour ainsi dire. Quoi. Hein. Et là, mais je suis retourné à fabriquer des compteurs, à ce moment-là, sur des machines. Mais, toutes sortes de machines. Il y avait des rectifieuses, il y avait des tours. J'ai travaillé 30 ans à l'atelier à refaire tout. Racontez-moi. Bah, le virus, c'est que ma mère a fait tomber d'un comptoir sa pendule. Alors, à ce moment-là, j'ai démarré à faire des pendules. Alors, aussi, je travaillait sur des tours automatiques, tout ça, là. Et je travaillais beaucoup avec des diamants. Parce que l'intérieur du compteur, il ne faut pas qu'il y ait de fuite. Donc, les pièces qui sont en mouvement à l'intérieur, il faut que ça frotte. Mais ça passe, mais pas avec du jeu. S'il y a du jeu, l'eau passe tout seul et puis ça ne colle pas. Alors, ça ne va pas. Alors, je travaillais avec des outils en diamant. Beaucoup. D'accord. Et ça a été votre métier jusqu'à la fin, Là, j'ai resté jusqu'à la retraite, oui. à Reims. À Reims, oui. On a fait 40 ans à Reims. Hein. Et ça vous manque pas la ville? Ah non, non, absolument pas. Non. Là, on est revenu ici. Vraiment, on est bien. J'ai tout fait. Ouais, c'est votre maison quoi. Alors, c'est pas ma maison, parce que c'est celle de ma femme, quoi. Mais c'est ma maison quand même. Parce que tout ce qui est fait dedans, c'est moi qui l'ai fait. Hein. À part le toit. J'ai fait le coin de ma véranda, mais le toit là, non, je l'ai fait faire. Hein. Sinon, tout le restant, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Avec ma femme. Ça me donnait un coup de main. Pour la lecture? Oui. Tes envies. Tout ce que vous avez lu, Qu'est-ce que je lis? votre passion pour la lecture. Oui, moi j'aime bien lire en général, oui. Bon, j'aime pas trop les romans policiers, mais j'en lis un petit peu quand même, mais ça dépend lesquels. Hein. Mais je suis pas trop fan de ça. Mais j'aime bien les romans de Françoise Bourdin, j'aime bien tout ça. Roman historique Ouais, un peu. oui. Dans le temps, j'ai beaucoup lu les romans de Delhy, les romans de Max Duvesy, Concordia Merel aussi, il y avait des romans de Concordia Merel. J'en ai donné au club, là, plein, pour la boîte à J'ai livres. travaillé Voilà. dans le Champagne quand même. Hein. Ah, C'est- en plus Marc, de la vous- mécanique et de... Marc, vous voulez un petit porto? Non, merci. Disons, si vous voulez, pendant la guerre, les maisons de champagne n'avaient pas beaucoup de moyens. Et il y avait pas beaucoup, on ne vendait pas beaucoup de champagne. Alors automatiquement, quand ils pouvaient avoir des enfants pour faire beaucoup de choses dans le champagne, ils nous embauchaient. C'était gratuit. Alors par exemple, la maison Casal, je ne sais pas si vous connaissez, maintenant ça commence à devenir une grande boîte, mais à ce moment-là, ça démarrait tout juste. Alors bien souvent, j'allais travailler chez eux, je collais les étiquettes. Maintenant, les étiquettes, c'est tac, 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 c'est électronique, ça marche tout seul. Que dans le temps, on avait des plaques en alu, Ouais. et on mettait de la colle, là, et on collait les étiquettes sur la plaque, comme ça. Et on prenait une bouteille bouchée, et hop, on collait les étiquettes une par une. Et on mettait ça dans des paniers.
que maintenant, c'est des chaînes, tout ça. Ouais, c'est automatique. Nous, c'était vraiment artisanal. Hein. Et vous étiez des équipes? Vous étiez nombreux à faire ça? Non, j'étais enfant encore. Hein. D'accord. Donc, on ne faisait pas d'équipe. Ça, c'était l'enfance. C'était l'enfance. Parce qu'un gosse, à la guerre, on travaillait. Hein. Parce que, automatiquement, on avait un élevage. On avait des poules, on avait des labas, on avait un cochon. Alors, il fallait aller chercher de l'herbe pour les lapins, tous ces trucs-là. On faisait ça avant les devoirs. Ça comptait plus que les devoirs. Comme disaient mes parents, ça ne sert à rien les études. Hein. Alors, je n'ai pas fait d'études. D'accord. Vous avez eu le certificat? J'ai juste un certificat d'études. Ma femme, elle ne l'a pas. Pour une bonne raison, parce qu'elle est plus forte que moi de ce côté-là. Et la veille de passer le certificat d'études, elle avait une copine à l'école qui avait des poux. Alors du coup, sa mère, elle a dit, tu n'iras pas à l'école, c'est fini, tu passeras plus ton certificat. Elle était malade, parce qu'elle n'est pas bête. Elle avait une belle écriture, tout ça, puis elle était capable. L'eau, j'irai pas la chercher. Hein. Non. Et cette pendule-là, elle était dans un grenier, et le boucher, ou le charcutier, je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre, ou les deux, la maison a brûlé. Et il y a un couvreur de Bernier-Rivière qui a refait le toit, tout ça. Et c'était un passionné de pendule aussi. Il a trouvé le mouvement chez eux, puis il a demandé s'il pouvait récupérer la pendule, quoi. Donc, le boucher il a refait cadeau, automatiquement, et il l'a ramené à Bernier-Rivière. Et lui, il me connaissait, j'avais réparé 3 comptoirs déjà. Il avait une passion de comptoir, alors il avait un garage, il y en avait plein le garage. Alors j'ai réparé ces pendules, puis après il a récupéré celle-là, il me dit, ça vous intéresse? Ben, je dis oui, j'en voudrais bien une parce que j'en ai pas. Hein? Alors du coup, il m'a donné ce mouvement-là, j'ai eu que le mouvement. Quand vous dites mouvement, ça veut dire quoi? C'est quoi quand vous dites j'ai que le mouvement? Tout ce qui se trouve derrière, tout ce qu'il a, les aiguilles, le mouvement qui se trouve derrière. C'est-à-dire que toute l'enveloppe, vous l'aviez? Non, enfin... Non, le meuble, c'est moi qui l'ai fait. Est-ce que vous pouvez me remontrer ce que c'est que le mouvement? Parce que... Ah. T'avais compris toi, Marc, ce que c'était que le mouvement? Bah, c'est la partie mécanique. Ouais. Alors, la partie métallique, elle est derrière. Je vais vous montrer ça. Parce que... Avec la lampe, ouais. Tous les pignons, c'est à l'intérieur. D'accord. Donc ça, en fait, vous, il vous a rapporté juste la partie métallique qui était derrière. Oui. Et par contre, le cadran de l'horloge et tout ça, ça c'est... Tout était ensemble. Tout était là. On ne peut pas le changer, ça. C'est pas possible. Et vous avez fait tout le... Après, donc vous avez... comme vous avez eu ce mouvement-là, vous avez fait tout le coffrage derrière. Voilà. Et le balancier, du coup, vous l'aviez aussi? C'est une balancière d'une autre pendule. Parce qu'il ne l'avait pas. Vous pouvez m'ouvrir la porte que je vois le balancier?
Avec la lumière. Ouais. Ah oui. Bon. Là, vous avez le balancier Ouais. et derrière, vous avez deux gros poids. Ouais. Et c'est ça qui fait fonctionner la pendule. Là, les poids, les deux poids qui sont là, Ouais. il y a une ficelle autour d'un pignon qui est enroulée. On ne les voit pas automatiquement, ils se trouvent derrière le cadran. Et c'est ce qui fait fonctionner la pendule. Alors, ce poids-là, il fait tourner le pignon. Et le balancier, lui, il freine ce mouvement-là. Il y a un crochet sur une roue qui laisse passer une dent et une dent après. Et c'est ce qui se passe. À chaque mouvement, il y a une dent qui passe et ça fait marcher les aiguilles. Vous comprenez? Non, pas bien. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux mouvements. Ce que je comprends, c'est qu'il y a un mouvement qui est créé par le poids. Oui. On voit les poids, ils ne bougent pas, donc on ne s'en rend pas compte. Mais Oh, il y en a pour 8 jours à descendre. Je la remonte tous les samedis. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les poids, ils descendent petit à petit. Et remonter une pendule, c'est remonter ses poids, en fait. Voilà. Et donc ce mouvement-là de descente, il y a le balancier qui vient freiner ce mouvement. Donc c'est en freinant le mouvement que ça donne l'heure. Et alors, voilà. Ça laisse passer les aiguilles. C'est les aiguilles, si vous enlevez le balancier, par exemple, tout se débobine, et puis le poids il tombe en bas. C'est le balancier qui freine ce mouvement-là. Et est-ce que le balancier il pourrait marcher sans les poids? Ah non, non, c'est pas possible. Parce que automatiquement, s'il n'y a plus de poids, il n'y a plus de possibilité, il n'y a plus de mouvement. Donc ici, vous voyez, tous les petits pignons que vous voyez là, Ouais. c'est le mouvement de la pendule derrière le cadran. Alors ça, on ne le voit pas, mais c'est ce qui vous donne le mouvement. Alors là, ici, là, vous avez un balancier, et j'ai dit, c'est ça, arrêtez les dents. Alors là, le crochet se trouve là. Vous voyez le petit pignon qui est là, il a des dents en biais, et c'est le balancier qui s'accroche dedans. Et le mouvement de la pendule, elle est donnée par ressort ou par les poids, mais ça tire toujours. D'accord. Alors automatiquement, comme ça tire, ça pousse ce bras-là, et hop, il saute. Mais comme il y a un balancier d'un côté ou de l'autre, il est freiné le coup d'après. C'est le moteur, si vous voulez. Ok, les poids c'est le moteur. Les poids, c'est le moteur, et les ressorts aussi. Ok. Parce que le moteur d'une voiture, il est toujours puissant. Ouais. Bon, on peut le régler parce que vous avez l'accélérateur. Ouais. Que là, il n'y en a pas d'accélérateur, puisque le mouvement, il est toujours pareil. Ouais, ce qu'on veut c'est une constance. Voilà, il est constant. Et alors, est-ce que vous pouvez me raconter la première fois comment est-ce que vous avez abordé la première fois de remonter de faire une pendule, quoi? Bon, je vous l'ai dit hier soir déjà. Ouais. Hein, c'est ce pendule-là qui a tombé par terre, et automatiquement je l'ai recollé, et j'ai eu le mouvement dans les mains. Et à ce moment-là, j'ai voulu essayer de le faire partir, remarcher. Mais pour ça, il fallait que je comprenne comment ça fonctionnait. Donc j'ai étudié ma pendule, et quand j'ai étudié ma pendule, je me suis rendu compte comment que ça fonctionnait, je l'ai remis en route, et après, j'ai réparé des réveils, des trucs comme ça, qui ont toujours la même mécanique, mais beaucoup plus simple, et c'est venu comme ça progressivement. Alors automatiquement, on m'a apporté des réveils à réparer, tout ça, puis après on m'a amené des pendules, et je suis venu un peu horloger, disons. Alors, j'avais la chance, c'est que j'avais un horloger à Reims. Quand il y avait un pignon qui avait des dents cassées, des trucs comme ça, j'allais le voir, et il me redonnait le pignon qui allait. Alors, hop, je remettais le pignon à la place. Mais ça,
c'est un sport parce que les pignons, ils sont montés sur des axes. Et les axes, c'est dans une plaque en laiton avec des trous bien conditionnés pour conditionner les pignons. Ouais. Alors à ce moment-là, il faut avoir, en principe, on met un petit bol. Et vous mettez la pendule, le mouvement sur la pendule, sur le bol, et après, on met tous les pignons, et ensuite on met la plaque derrière, parce qu'il y a deux plaques, si vous voulez, il y a deux plaques comme ça, une devant et une derrière, et il faut remmancher tous les pignons ensemble. Ah oui. Et si vous forcez, ça tord un pignon. Parce que l'axe, il fait quoi 2-3 dixièmes, pas plus. C'est déjà pas mal. Hein. Et une fois que c'est reparti, une fois que c'est remonté dessus, ça va. Mais le plus difficile, c'est les ressorts, par exemple. Il faut remancher un ressort. C'est dur dans son boîtier. Que le mouvement comme moi, là, avec les poids, là, c'est facile. Hein. Et d'accord. Mais donc bon, le système c'est toujours le même à peu près. Ah, toujours, oui. Et chaque pendule, elle a quand même sa particularité à elle. Ah ben obligatoirement, il n'y en a pas une pareille. Hein. Et, et vous, Et ça, c'est l'artiste, si vous voulez. Hein, parce que ceux qui ont fabriqué les premières, moi je n'ai fait que réparer. Je n'ai jamais créé un mouvement. Hein. Donc je n'ai pas fait de fort mécanique, pas de horlogerie, je n'ai fait que des réparations, me servir du travail des autres. Et ça continue. Alors je vois derrière vous, il y a les assiettes des années de mariage, là, des 50, c'est quoi, les noces d'or? Oh ben il y en a là, il y en a là, il y en a. Parce que sa passion, quand on partait en vacances, Ouais. parce que où je travaillais, j'avais une place qui était intéressante pour l'usine, parce que je travaillais pendant les vacances, parce que l'usine ne fermait pas. Il y avait la moitié des personnels qui partaient en vacances, hein, sur 2 mois, dans juillet et août. Et moi, thématiquement, je partais en vacances au mois de mai ou juin. Et comme ça, à l'usine, au juillet et août, j'étais responsable de toute l'usine. Alors pour nous, c'était bon parce qu'on partait bien souvent fin mai, début juin, et c'est là que c'est l'idéal pour les vacances. Alors, partout où on allait, elle achetait une poupée et une assiette. D'accord. Au départ. Mais bien sûr, il y avait encore autre chose. Parce qu'elle adore la porcelaine, elle adore les... Bon, vous avez des vases partout, tout ça, c'est ce qu'on ramenait de vacances, tout ça. D'accord. Et quand il y avait un événement, automatiquement, bon, là, vous voyez, il y a des plats, des trucs, ça, c'est pour les 50 ans de mariage. Ouais. Mais les assiettes aussi. Je vais faire un plan sur les assiettes. Alors, les assiettes, là, c'est des assiettes de voyage. Et là, c'est des noces d'or quand même. Là, c'est les noces d'or. Derrière vous. Oh, parce qu'au mariage, il n'y en avait pas. Hein. Il n'y a pas eu de truc comme ça à notre mariage. Hein. Parce qu'à ce moment-là, ça ne se faisait pas les cadeaux, pour ainsi dire. Où on faisait des cadeaux, mais utiles. Alors, on a eu des services de verre. Par exemple, sa patronne, elle y a offert un service complet de verre. Mais il est toujours là. Madame de Croix ou... Oui. Là, c'est Madame Hers. C'est une fille de Croix. Hein. Et les poupées, là, une armoire, là, une vitrine en haut, là, Ouais. qui était pleine de poupées. Alors, les petites poupées de collection. Mais moi, je vois beaucoup de choses pour les noces d'or, là. Et je vois pas d'autres noces. Ah si, ça, c'est quoi? C'est noces d'émeraude? Oui, émeraude. Émeraude, c'est combien de temps de... Ah oui. Alors, il y a marqué quoi? J'ai 40 ans. Émeraude, c'est 40 On ans. construit notre amour au reflet de l'émeraude.
Ça, c'est les 40 ans. Ouais. Ça, c'est les noces d'or. Ça, c'est les noces d'or aussi. Alors, les vacances aux Baléares en mai 2004. Et les noces de diamant en 2006. Oh! J'en reviens pas. Les vacances aux Baléares et les doses de diamant en 2006. Ah oui. Voilà, c'est Et des celle-là cassettes comme ça. Ouais. Repas famille DU, 18 mai 96 à Variscourt. Tu te souviens de ce qu'il y a sur les cassettes des noces de diamant? Ça remonte à... en 96. Et c'était pas avec les Moreau qu'on avait fait ça. C'était les noces de diamant de monsieur et madame... Ladeuil. qu'il est mort maintenant. Michel Ladeuil. Hein? Ah, c'était pas vos noces de diamant à vous? Non. C'est ça. Et je crois que c'est eux qui nous avaient donné ça. Le repas famille début. Mais non. À Variscourt. Eh ben ça, c'est les repas qu'on faisait en plein air. Avec toute la famille DU, à Variscourt, dans le terrain. Tu te souviens? Tous les jeunes de la famille DU réunissaient tout le monde, tous les ouais. ans. Et on faisait un repas en plein air. On se retrouvait tous dans un... Tous les cousins? Une fois, c'était dans une ancienne pâture, tu te souviens? Ah oui. Parce que ça, c'est pas notre écriture. C'est pas notre écriture, ça. C'est pas moi qui ai écrit ça. Attends, je vais le prendre. Non, on peut pas voir à l'intérieur. Il n'y a pas Ben non. machin témoin. Ben non, il n'y a rien à l'intérieur. Non, non. Donc il y avait une Qu'est-ce qu'on grande... a fait À Variscourt, c'était un repas qu'on a fait là-bas, toute la famille DU. Et ça c'est moi qui ai écrit ça, c'est sûr, ça c'est moi. C'est les vacances aux Baléares en 2004. Oui. C'est après les noces Quand d'or. on est parti avec une partie du club, on oui. était à 10. Et les noces de diamant. Vous les avez fêtées, vos noces de diamant? Les Non. noces de diamant de Simone. Simone et Michel Jouglet, voilà. Tu te souviens? Ben oui, je me Et souviens. c'est l'année où Nana elle est décédée. On avait le repas des noces de diamant à Épernay de ta sœur. Voilà, ça me revient maintenant. Ah oui. Et ça s'est passé en septembre. Et on avait la commande de toute la famille de fleurs et tout ça, qu'on avait fait faire une belle corbeille de fleurs. Et la veille, j'ai ma sœur aînée qui habitait la Chapelle-en-Serval, qui est décédée. Ce jour-là, ils nous ont prévenus, on était prêts à partir et tout, on avait la commande de fleurs. On a été obligés d'y aller quand même, il fallait. Et ma sœur était décédée ce jour-là. Nana. En 2006. C'est ça, je me disais, les noces de diamant, c'est pas nous, c'est qui ça? C'est Simone et Michel Jouglet. À Épernay. Voilà, c'est ça. Et là, avant, ça c'est 2004,
c'est nos vacances aux Baléares. Et le musée Grévin, tu te souviens? Il y a les photos aussi du musée Grévin qu'on avait fait à Paris, avec le club. Ça, c'était bien. Moi, j'ai apprécié. Ah ouais? Oh, on passe près de personnages, on a l'impression qu'ils vont vous parler. Hein. Vous l'avez visité, non? Oui. On avait fait le musée Grévin et puis en bateau-mouche, on s'était baladé sur la Seine en bateau-mouche. Là, j'ai ma caméra encore. Là. On a même mangé sur le bateau-mouche, je crois. Oui, je crois qu'on a mangé sur le bateau-mouche. Et Au fur et à mesure, ça revient, vous voyez, dans la mémoire. Mais il ne faut pas la bousculer. Tout ça, c'est plein de bons souvenirs là-dedans, vous savez. Et vous vous souvenez de votre mariage? Vous vous souvenez de votre mariage? Ah ben oui, ça s'est passé ici, hein, nouveau. C'est pareil, on a des photos. Il y en a tout le haut de la vitrine là-bas, là c'est des photos dans les pochettes. Tout ça, ouais. Il y avait beaucoup de... Comment ça s'est passé? Alors, j'ai arrêté de travailler le vendredi et le lendemain, il y avait notre mariage ici, mais comme je travaillais à Coffrécourt, c'était pas grave. Et le mariage, et je suis partie le dimanche soir d'ici, directement à Reims. Ça a été un peu brutal, disons quoi, mais toute la famille repartait. Automatiquement, ben, je suis repartie avec eux, c'est normal. Hein. Ah, ça n'a pas été trop difficile de quitter Au ici? début, si. Au début, il faut s'adapter quand même. Hein. Et ce qu'il y a, j'avais ma belle-mère, la mère Jean, qui était une femme adorable. Elle m'a bien aidée, elle était vraiment gentille, humaine, familiale et tout. Vraiment, c'était une dame adorable. Alors ça m'a un petit peu aidé à m'adapter dans la nouvelle famille, quoi, parce que on change de vie. Hein. Et puis j'arrivais en ville, que moi j'avais jamais été en ville, habité en ville, quoi. Alors j'avais une belle-sœur là-bas, qui à l'époque m'a dit, bah tiens, je connais quelqu'un, la femme d'un docteur, elle cherche quelqu'un, tout ça. Si tu veux aller voir, non. J'y suis allée, puis c'est là que j'ai travaillé chez la femme du docteur. Et au début de votre mariage, vous avez tout de suite été dans l'appartement, dans votre appartement? Ben, on habitait 2 mansardes à l'époque. Parce que mes beaux-parents, ils avaient une grande maison et il y avait 2 étages plus des mansardes qui étaient habitables. Alors Jean les avait retapés, repeints, tout ça. Alors on avait une petite cuisine avec un petit lavabo. C'était un peu comme une petite kitchenette, quoi. Et puis une chambre à côté. Mais c'était des pièces mantardées. Mais à l'époque, c'était pas isolé comme maintenant on aurait pu les isoler. Il avait bien refait tout ça, mais il n'y avait pas d'isolation. Alors l'hiver, on n'avait pas chaud. Hein. Alors, comme on s'était mariés au mois d'août, le août, septembre, ça a été encore, il faisait pas trop froid. Mais quand on est arrivé à l'entrée de l'hiver, là, on commençait à avoir froid dans notre petit 2 pièces là-haut. Alors, il y a un commerçant qui connaissait mon beau-frère, qui a bien voulu nous vendre une cuisinière à feu continu en 3 fois. Parce qu'on n'avait pas les moyens de l'acheter comptant, quoi, à l'époque. Alors, on a payé notre cuisinière en 3 fois. Mais alors, elle chauffait bien, hein.
C'était un peu la galère, mais bon, on était jeunes, c'était pas important pour nous. Tu veux Allez, bien de moi? papi, mamie, hein? Hein? Elle pourrait être papi, mamie, Non. mais elle pourrait être notre petite fille. Ah oui? Voilà, bien sûr. Allez, viens que je te fasse une bise. Tout à l'heure, quand vous cherchiez les cassettes, Yolande, elle nous racontait votre mariage. Racontez notre mariage. Hein? T'as raconté notre mariage? Ben, notre mariage, c'était tout simple, hein. C'était ici en campagne. Il n'y avait pas grand-chose. À l'époque, c'était pas comme maintenant, hein. On a fait le mariage dans le sous-sol de la maison. Ici, on avait bien nettoyé tout le sous-sol, puis on avait mis des grandes tables et tout ça. Et c'était des dames du pays, bénévoles, qui ont fait la cuisine et tout ça. C'était entre nous, hein. Il n'y avait pas de traiteur comme maintenant qui se déplaçaient pour venir en campagne et tout ça, ça n'existait pas. Non, mais vous êtes... Ah ben non. C'était en 53, en 1953. Mais vous vous êtes promis de vous engager pour toute la vie. De Eh faire oui. attention l'un à l'autre. Tu t'es organisé pour faire toute ta vie après. Après, moi je suis partie à Reims quand on s'est mariés, je suis repartie avec toute la famille DU à Reims, hein. Et on a habité dans nos petites mansardes pendant combien d'années? 3-4 ans dans les Oh, oui, mansardes, ouais, oui. à peu près. Et alors après, on a eu du mal on a eu un appartement au rez-de-chaussée, mais où il travaillait, il avait le droit on commençait à construire des HLM un peu partout pour les familles et tout ça. Mais comme on n'avait pas d'enfants, on n'était pas prioritaire. Alors, il avait fait une demande où il travaillait pour avoir un logement, mais on a attendu au moins 5 ans. 5 ans. Et Oui. là, on a eu un appartement qui était quand même assez bien, hein, assez confortable. Pour l'époque, c'était un petit peu un appartement standing, quoi, disons, hein. Tout en haut de l'avenue Jean Jaurès à Reims, on était bien, c'était très bien. On est resté là pas loin de 30 ans, hein, Oh non, pas ça. jusqu'à temps qu'on déménage. Oui. Donc ces années 60, de 69 à 85. Donc, 70 à 95, ça fait quand même 25 ans, Ben 26 oui, c'est ans. ce que je te dis, pas loin de 30 ans, Ouais. là. Et après, Mais après, il est revenu ici. On est revenu là, on avait racheté On la est maison ici des depuis parents. 85. et toi Jean, t'avais arrêté de travailler ou tu allais travailler à Reims? C'était fini. Ok. C'est moi qui ai fermé la maison. Parce que l'usine où je travaillais, il y avait deux parties. Il y en avait une partie qui fabriquait des compteurs à gaz et ma partie à moi où on fabriquait des compteurs à eau. Et à ce moment-là, on avait un directeur qui s'est présenté aux élections à Mâcon. Et pour pouvoir se présenter là-bas, il a amené une partie de l'usine là-bas. Donc, on a été licenciés, et comme c'était Mitterrand à ce moment-là, il mettait tout le monde en retraite. Je suis parti en retraite à 55 ans. Je suis en retraite depuis 55 ans, vous avez qu'à voir, hein. Ça fait 40 ans. Ça va faire 40 ans au mois de juillet. Mais vous aviez commencé à travailler à quel âge aussi? Ah ben, 13 ans. Oui. J'ai commencé la mécanique en 46. J'ai conduit les premières voitures en 46, sans permis. Parce qu'au garage où je travaillais, je conduisais tout le temps et j'y réclamais qu'il me passe mon permis de conduire. Mais j'étais à rien à foutre. Quand tu seras soldat,
ils te passeront ton permis et puis tu seras tranquille. Alors j'ai conduit de 46 à 50 sans permis. Alors, je roulais avec la dépanneuse et des trucs comme ça. J'ai appris à conduire, si vous voulez, en arrivant à Reims, parce que à ce moment-là, il n'y avait pas de les gens avaient des voitures, un peu de voitures, mais il n'y avait pas de garage. Alors les gens venaient garer leur voiture vraiment au garage. Alors nous, on travaillait la journée, puis le soir, il y avait de la place, ils rentraient toutes les voitures là, mais pour pouvoir travailler le lendemain, il fallait sortir les voitures. Alors, comme j'étais apprenti, c'était mon boulot. Je sortais toutes les voitures dans la rue, Sans le permis. comme ça, sans permis. Et puis après, je roulais pour le garage, automatiquement. Et quand je suis arrivé à l'armée, bon, j'étais 3 jours à Toul. Je suis arrivé à Toul et il n'y avait pas d'armes à ce moment-là parce que c'était pas encore équipé comme maintenant. On a fait du maniement d'armes avec des manches à balai pendant 1 heure. C'est tout ce que j'ai connu de l'armée. D'accord, bah, c'était loin. Parce que On est bien défendu au en bout de France. 3 jours que j'étais à Toul, Ouais. il y a un officier qui est venu à ce moment-là, et il a rassemblé toute la caserne, parce qu'il y en avait du monde, hein, la caserne qui était arrivée. Alors, on avait une salle immense, il monte sur une estrade, et puis il se met à parler. Alors, la première chose qui sort, il y a un appelé DU dans votre foule. Moi, j'étais au fond de la salle, et je dis, c'est pas possible, c'est pas moi. Alors, au bout de la 3e fois, je dis, c'est moi? Ah bon, il dit, alors viens là, toi. Bon, alors, j'arrive sur l'estrade avec lui. Il me dit, t'es mécano? Ben, je dis, oui. Alors, il dit, hop, tu vas faire ton pactage, tu reviens avec moi, j'ai besoin de mécanicien dans notre caserne. Ah bon? J'étais faire mon pactage, je suis reparti avec lui. Au moment de monter en voiture, tu prends le volant, hein. Il dit, parce que là, il ne sait pas conduire. Ah bon? Alors j'ai pris le volant. Mais il ne m'a même pas demandé si j'avais le permis, rien du tout. Je n'avais pas de permis. J'ai pris la voiture, je suis reparti à Nancy avec lui. Et au bout de 2 mois, j'en ai eu marre de conduire, parce que je conduisais tout le temps. Surtout que j'avais un lieutenant qui habitait à côté de Nancy. Alors tous les soirs, il me demandait que je l'emmène. Alors on faisait un ordre d'émission et je l'emmenais chez lui. Et au bout de 2 mois, j'ai dit, vous êtes marrant, je dis, j'ai pas mon permis, je dis, si jamais je me fais gauler, hein, je dis, on peut se faire arrêter. Il n'y avait pas de feu rouge à ce moment-là. Ouais. C'était l'agent de police qui faisait la circulation. Hein. Alors, bon, au bout de 2 mois, il m'a dit, bon, ben, tu sais pas, on va t'envoyer 1 mois à Toul. Je suis reparti 1 mois à Toul pour apprendre à conduire. J'avais nettoyé l'école de voiture. Je suis arrivé là-bas, le gars qui... On était des groupes de 4, et il y en a un responsable qui vient me voir, il me dit, bon, je vais vous apprendre à conduire. Je dis, bon, d'accord. Il prend le volant, il prend une Jeep, il me met au volant, tout ça. Il me dit, vous savez conduire? Ben, je dis, oui, je sais conduire. Mais je dis, comme vous conduisez là, j'aimerais mieux prendre votre place. Ah bon? Ben, je dis, oui, parce que vous ne savez pas rouler. Il avait appris à l'armée à conduire. Mais il conduisait qu'à un quart. Et toi, Jean, tu conduisais depuis déjà... Alors tu me dit, bon, quand il est sur ça, tu sais pas, qu'il dit, tu leur apprends à conduire. Il dit, c'est moi, je connais pas beaucoup, c'est la première fois que je suis à volant de ma vie. Alors j'ai passé 1 mois avec les 4 pour leur apprendre à conduire. Et puis après, on a passé le permis quand même. Alors, le VL, on s'était tout seul, mais au poids lourd. J'avais eu un GMC et le gars qui le pilotait m'a dit, tu fais attention, qu'il dit, parce que pour faire un démarrage en côte, et il bloque. Bon, c'est bon, c'est grave. Je fais mon démarrage en côte, c'est impeccable, tout ça. Et puis quand ils ont donné les résultats après, j'ai mon lieutenant à ce moment-là, il me dit, dis donc, il dit, à 2 points après, tu ne l'avais pas. Je dis, oh, pourquoi? Alors on va voir le moniteur, celui qui avait passé l'examen. Ben, il dit, oui, il n'a jamais tendu le bras. Parce qu'il n'y avait pas de clignotant à ce moment-là. Il fallait tendre le bras à droite et à gauche. Mais moi, comme je n'étais pas
à droite. Il fallait que je lui dise qu'il tende le bras. Et moi, je ne l'ai jamais demandé. Quand je tournais à gauche, je tendais le bras parce que je le savais. Mais là, je croyais bien qu'il allait faire sans que je lui dise. À chaque fois, il m'enlevait 2 points. Alors, quand elle a vu ça avec le lieutenant, il dit, mais vous vous rendez compte, vous allez faire louper son poids lourd. Ben, il dit, mais c'est du papier. Hein. En tout, hein, disons. Ah bon? Oui. Parce que tu voulais toujours avoir raison, mais non, maintenant, c'est plus pareil. J'accepte que tu aies raison de temps en temps. Voilà. Voilà. Vous savez, la vie apprend beaucoup de choses. Hein. Ce qu'il y a surtout, Et ce qu'il y a tous les deux, c'est que quand on n'est pas toujours d'accord, c'est logique. Hein. Ça arrive à tout le monde. Dans un couple, on n'a pas toujours... on arrête. Quand on voit que ça va aller trop loin, on arrête et on parle. On s'explique, bah oui, mais moi j'ai dit ça pour ça, j'ai fait ça pour ça et tout ça. Et puis au bout du coup, ben, on s'aperçoit qu'il y a un compromis, qu'on s'arrange. On arrive toujours c'est Voilà. rare, c'est rare quand on s'est disputé, on ne se dispute pas, on arrête avant. On n'aime pas ça. Ouais. Et ça a toujours été comme ça. C'est toujours. peut-être pour ça qu'on s'entend bien depuis si longtemps. Je sais pas. Parce que quand ça allait commencer à être mal, si vous voulez, on disait, top, on arrête, on verra ça demain. On passait la nuit et le lendemain, ben, on trouvait une troisième position, quoi, si Ben, on on veut. dit toujours la nuit porte conseil, et c'est oui. vrai ça. Il faut réfléchir. Surtout ne pas se buter. Ne pas se buter dans son idée, parce que... J'ai toujours été têtu, mais Logique, voilà. voilà. On va boire un petit apéritif avant qu'ils partent. Hein. Un petit apéro, tu serviras les verres. Hein. Ce que vous voulez. Il y a du Porto, il y a du Muscat, un petit rosé cassis, ce que vous voulez. Il y a tout là. Il y a du Muscat là aussi. Il y a un guignolet aussi. Vous prenez quoi d'habitude? Hein, Marc, un petit apéro avant de partir. Hein. Ah, si vous insistez. Ah, bah bien sûr. Il y a intérêt. Il y a intérêt. T'as vu la Il n'y a menace? qu'à mettre les bouteilles sur la table. Tout de suite les menaces. Bon, je vais chercher des verres. Moi, ça c'est cuit, je ferai ma sauce au dernier moment. Je fais toujours un petit poulet au citron, moi. On le digère bien. C'est bon ça, hein? Et je fais, bah oui. Alors je fais cuire mes écorces de citron avec le poulet et j'ai gardé le jus que je fais dans ma sauce après. On se met Avec un là? petit peu de crème fraîche. On se met là ou là? Non, là-bas, là, il y a Sûr? pas de place. Là-bas, il y a de la place. Faut Non, passer. non, là-bas. Faut passer Et à la table. prends les verres Oh rouges. non, j'aime pas. Oh, bah moi je préfère parce qu'on met ce qu'on veut dedans. Si C'est tu le- mets un glaçon, il y a de la place. Bon, bah t'as sorti cela, ça fait rien. Non, là-bas on n'a plus de place que là. Là, c'est pas pratique. Oui, mais là, vous pouvez surveiller votre cuisine. Bon, c'est pas grave, une fois que ça va être dans l'eau, moi ça va cuire, hein. J'attends que ça boue, là. Quand ça boue, je mets mon riz, puis voilà. J'ai toujours raison. Là, c'est cuit. Je laisse comme ça, je ferai ma sauce tout à l'heure. Ma sauce, je la fais toujours au dernier moment. Ils s'entendent mieux que moi. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Un Porto? Ouais. Un Muscat? Porto, Mais c'est tu très mets- bien. Écoute, tu mets sur la table et chacun choisira ce qu'il veut. Puis Ou voilà. un rosé cassis, non? Un petit kir? Moi, je prends un petit Porto. Tu trouves? Ah, il est bon le protéignant. Oui. Faudra penser à marquer sur la liste de courses, d'en rapporter.
Parce qu'on oublie toujours une chose quand on fait les courses comme ça. Et comme on n'y va que tous les 15 jours, des fois à la fin des 15 jours, il manque bien des choses. Hein. Voilà, c'est ce qui reste en mes gâteaux. Ben, tu manges tout, tu es toujours en train de les manger, alors Oh, forcément. il en reste plein là. Il n'en mange pas, lui. Oh non. Ah, je vous jure. J'aurais bien fait une bonne jardinière de légumes, mais je ne peux plus en manger. Tout ce qui est légumes verts, tout ça. Ça fait trop de... Ouais, depuis l'année dernière, c'est fini. Mon intestin me le refuse. Puis alors, qu'est-ce que je suis malade après? Il n'y a pas longtemps, j'avais fait du chou-fleur. Mais pas que du chou-fleur. Il y avait chou-fleur, romanesco, brocoli, un petit mélange. Toute la nuit, je me suis tordue. Oh là là là. Alors j'ai dit, bon, ben j'arrête. Sinon, ça change un peu, c'est bon quand même. Bon, j'en ai plus pour longtemps. Voilà, ça bouge. Ouais. C'est bon. C'est ok. Vous lui avez dit, elle n'est pas tendue. C'est bon. On y va. Allez, bon dimanche.
Et ce matin, il y a la brumeuse qui me réveille, mélancolie paresseuse. Moi, mes histoires sont toutes pareilles, qu'elles soient remplies au fond des bois, bien chauve-souris en carton. Pour moi, l'amour, c'est bien ça va, il faudra bien que je me fasse une maison. Pour moi, l'amour, c'est bien ça va, il faudra bien que je me fasse une maison. Car sur les bords de ma vie,